conférence en sciences du langage à l'université de Cergy Pontoise. Alors moi, ce que j'ai retenu comme ça spontanément, c'est que a priori, ce que vous dites, c'est travailler la grammaire de façon décrochée. En fait, ça n'a aucune incidence sur la production d'écrits. Ça ne sert à rien. Donc je le fais de façon très provocante. Comme ça, là, je fais du teasing. Là, tout le monde voudra vraiment entendre la réponse. Non, on va pas aller si loin. Déjà, merci de cette charge pour essayer de répondre à cette question. Enseigner la grammaire peut-il contribuer à l'amélioration de la production écrite? Je me présente comme un didacticien du français. Et c'est vrai que j'essaye de comprendre les réalités au quotidien dans les classes, cette articulation entre les savoirs, les pratiques et les apprentissages des élèves. Ma tentative, ça a été d'essayer de faire un panorama des recherches. Donc j'ai essayé d'aller chercher des choses dans le monde francophone, mais aussi dans le monde anglophone. Je tiens à vous rappeler que je ne serai pas exhaustif, le chantier est trop lourd, et je serai plutôt sur l'école élémentaire. Voilà, alors, la question, elle est également très complexe, et mon premier réflexe a été de me dire, je ne vais pas pouvoir répondre à la question aussi rapidement que ça. Je vais donc d'abord essayer de régler, entre guillemets, le sens de grammaire, parce que je crois qu'on a besoin d'éviter les implicites, donc je vais essayer d'y donner du sens pour pouvoir avancer. Puis après, quand j'aurai défini le sens de grammaire, j'essaierai de voir derrière l'enseignement de la grammaire de quelle finalité on parle. Là aussi, il y a des implicites autant explicités, voire même essayer de voir quelle réalité, très compliquée, mais je vous donnerai quelques éléments. Et enfin, je pourrai, dans la deuxième partie de mon exposé, qui est complétée bien sûr par mon écrit, aller vers cette articulation, ou pas, entre grammaire et production écrite. Alors, la grammaire à l'école, quand on dit ça un peu rapidement, le premier réflexe peut-être dans la société de penser grammaire, c'est de la penser dans une représentation qui est là, c'est un petit peu lourde à porter, c'est celle-ci. C'est-à-dire que grammaire est vue comme une des sous-disciplines du français, voire même ce que j'appelle la quadripartition. Des fois, c'est présenté en tripartition, il suffit juste de choisir les partitions que je veux mettre. Entre grammaire, orthographe, vocabulaire et conjugaison. Et évidemment, cette entrée-là, c'est pas celle que je vais utiliser. Elle est problématique, elle décloisonne, elle crée comme ça une forme de séparation qui peut entraîner, qu'on retrouve dans les manuels, bien sûr, et qui peut entraîner sous l'idée que c'est plus simple de faire par déjà petite partie en espérant que les élèves arrivent à recomposer tout ça. On sait bien que ça marche pas peut-être si bien que ça. À l'opposé de cette représentation du mot grammaire, on peut avoir une expansion trop forte, qui est que là, la grammaire, ça serait la description de tout, des règles phonologiques, morphologiques, syntaxiques, sémantiques, pour comprendre la relation entre la forme et le sens de chaque énoncé. Je peux pas non plus prendre ça comme définition parce que elle est pour moi trop expansive. Donc le choix que je vais faire pour cette intervention, c'est de la réduire. Le mot grammaire va renvoyer à deux éléments, la morphologie qui est plutôt la forme et la syntaxe qui renvoie à la relation entre les mots et la relation entre les groupes de mots. Et en partant de cette définition-là, je vais m'appuyer sur une définition proposée par Jean-Paul Brancard. La grammaire à l'école vise à décrire et conceptualiser les règles effectives d'organisation d'une langue. Ça semble peut-être encore un petit peu général. Je vais essayer d'affiner. Si on est sur cette entrée-là, on est bien sur l'étude des éléments, des procédés qui caractérisent la langue, et on pourrait considérer que la grammaire et l'étude de la langue sont ont à peu près la même définition. En tout cas, c'est comme ça que je vais vous présenter les choses pour poursuivre ma réflexion. C'est un choix. Attention, derrière le mot grammaire, il me semble qu'il y a trop d'implicites pour ne pas les expliciter, et derrière ces implicites, il y a sûrement des malentendus. Là, j'ai mis d'une manière un petit peu, une liste un peu à la Prévert, des points saillants qui mériteraient, me semble-t-il, une conférence de consensus. Ça me paraît même une priorité en France. Il faut bien sûr, vous avez compris, se méfier de la polysémie du terme. Tant qu'on n'a pas défini entre nous de quoi on parle, c'est pas la peine de continuer, sinon on risque de s'écharper pour rien. Il faut évidemment éviter l'amalgame, c'est-à-dire la grammaire et l'orthographe, c'est une relation un petit peu compliquée. Il y a bien sûr des finalités orthographiques dans l'enseignement de la grammaire, mais il ne faut pas que l'orthographe, qui est une genre d'instrumentalisation de l'un par rapport à l'autre. Il faut bien sûr délimiter les unités à analyser. Il y a eu des débats très forts entre la grammaire de phrases, de textes. Je pense que l'ensemble des éléments méritent d'être étudiés. Si vous reprenez la définition, je peux sans problème étudier toutes ces unités-là.
faut préciser les activités. Là aussi, ça a été dit hier, entre la mémorisation et la réflexion, il y a des choses qui sont mémorisables, d'autres qui ont besoin d'une réflexion, et il faut plutôt clarifier aussi ça. Et enfin, articuler deux fondements. Ce sont deux mots, en fait, au moins métalinguistiques que j'entends depuis hier, qui renvoient donc pour la métalinguistique le fait de s'intéresser au système de la langue. Le métalangagier est un peu plus grand, c'est de s'intéresser aux réalisations concrètes de cette langue. Et à première vue, dans cette articulation-là, il y a peut-être des éléments qui nous permettraient de répondre favorablement à la question en quoi la grammaire pourrait contribuer à l'amélioration de la production écrite. Voilà pour le mot grammaire. Maintenant, enseigner, l'enseignement de la grammaire. L'enseignement de la grammaire, ça suppose, là aussi, qu'on soit clair sur ses finalités. Là, je ne vais pas vous présenter tout ce que j'ai lu, parce qu'il y a quand même aussi plusieurs finalités possibles. Il me semble qu'il y a une forme de consensus dans le monde francophone, en tout cas, entre nos collègues suisses, belges, québécois et français. Et j'ai repris 3 grandes finalités. Attention, en France, il y en a une qui est un petit peu moins vue que les autres, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques que nos amis francophones. La première finalité, bien sûr, ça commence à répondre à la question. L'étude de la langue, c'est bien un objet d'étude à part entière. Mais il faut juste savoir qu'est-ce qu'on entend derrière étudier la langue. C'est étudier la langue en tant que système, comprendre comment ça fonctionne. Deuxième finalité, la grammaire, c'est une étude de la langue pour atteindre une compétence de l'écrit. Là, on est dans le sujet de notre conférence de consensus. La troisième finalité, qui des fois en France apparaît moins clairement, mais apparaît plus clairement chez nos amis francophones, c'est l'étude de la langue aussi, comme une finalité qui permet l'accès aux langues secondes. À partir de ces 3 finalités, je peux compléter ma définition. Donc la grammaire, ça vise à conceptualiser des règles d'organisation d'une langue, et la finalité de cet enseignement, c'est de permettre justement aux élèves, par des règles explicites, d'avoir aussi leur conception à leur niveau, et ça devrait permettre l'amélioration de la production écrite. Quelle réalité? Alors là, on va rester modeste. Je vais utiliser un tout petit peu mes travaux. Il y a une enquête de l'ADEPE sur les pratiques en études de la langue de 2013 qui est extrêmement intéressante. Il me semble que dans cette enquête non exhaustive, on a des éléments qui nous permettent quand même de percevoir des choses. Alors c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis longtemps avec les collègues du laboratoire EMA, mais aussi avec nos collègues suisses. On a fait quelque chose par exemple sur les emplois du temps. Analyser les emplois du temps nous permet quand même de percevoir un peu de réalité. Moi de mon côté, j'ai travaillé sur les règles dans des classes de CE2. Ça permet aussi de voir une réalité. Et quand on voit les règles, qui est une manière d'essayer d'expliquer la langue, elles sont avant tout déclaratives et plutôt déductives. Mais bon, ce sont que des règles. Et là, depuis peu, je viens de travailler sur des exercices, les exercices individuels sur une année scolaire en CM1 donnés à des élèves. Et évidemment, les exercices étant pour moi un bon analyseur aussi pour savoir ce qui se passe dans les classes. Il semble quand même que la dimension phrastique est forte, que les exercices sont juxtaposés, peu de liens, quasi-absence de tâches de justification, d'explicitation individuelle, peu d'exercices portant sur des phénomènes de langue en discours. Bon, ça voudrait dire qu'en gros, la démarche, quand on parle de grammaire, la démarche, elle serait plutôt à dominante déductive, avec un enseignement de la grammaire plutôt cloisonné, plutôt instrumentalisé par orthographe, où la phrase est plutôt l'unité de base, et peu contextualisée dans les pratiques d'écriture. C'est sûr que on va avoir du mal à faire du lien. Alors ça, il semble que ce soit les pratiques. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on a un petit regard un peu diachronique, c'est que cette démarche déductive, qui est l'apprentissage de règles, d'exceptions et les exercices, plutôt hors contexte, elle est critiquée, mais depuis 150 ans. Jules Ferry lui-même la critique d'une manière explicite. Ferdinand Bruno, que j'adore, fait une approche, il fustige cette idée de démarche déductive. Plus près de nous, il y a 50 ans, Louis le Grand, dans un bel ouvrage, démontre l'inefficacité de cette démarche. Et là, une étude anglo-saxonne qui est 2013 démontre là que les connaissances déclaratives ne sont pas suffisantes pour améliorer l'écriture. Donc on voit bien que si cet enseignement de la grammaire reste sur une démarche, je vais un peu vite, déductive, on ne va pas pouvoir améliorer l'écriture. Il semble qu'il y ait une forme de rupture. Alors,
faut quand même qu'on aille voir les liens. Et donc les liens, c'est l'articulation. L'articulation entre grammaire et production écrite. Là aussi, j'ai besoin de poser un cadre. Parce que, vous voyez qu'à chaque fois que j'avance, j'ai toujours envie de dire, il faut qu'on explicite. Il y a beaucoup de malentendus sur cette question-là. Premier cadre, je le reprends à Louis le Grand. Voilà Louis le Grand, alors, c'est un petit peu loin, mais comment il, en fait, schématisait l'enseignement du français avant les années 70. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la clé de voûte, c'est bien la lecture et la récitation, que la grammaire vient se placer en sous-bassement, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est grammaire pour orthographe, pour ensuite écrire. Rédaction. Donc là, une forme de dominant-dominé. Je reprends quelque chose qui a été aussi cité hier, Maurice Mas, le projet EVA, où là, on a un modèle sur l'écriture qui place le projet d'écriture, l'écriture et les activités décrochées sur la langue, et là, on vient d'inverser le dominant-dominé. Il est évident qu'en 2018, il va falloir trouver sûrement quelque chose qui soit en articulation entre les deux. Là, on est face à, on va dire, deux positions opposées. Il y a une relation dynamique à trouver, et il n'y a sûrement pas de subordination à prouver, c'est-à-dire que la grammaire, l'étude de la langue, elle existe pour elle-même, la production écrite, elle existe aussi, et il y a un lien à trouver. De grammaire vers production écrite, oui, mais aussi de la production écrite vers la grammaire. Maintenant, fini en fait, j'essaye de remettre en avant. Alors, je mets une focale sur certaines recherches. Mon écrit, vous verrez ma bibliographie, développe beaucoup plus de choses que ça. Mais pour l'intervention, je me suis focalisé là sur les 10 dernières années. Il y a eu une méta-analyse américaine qui s'intéressait à l'écriture à l'école élémentaire, donc on va pouvoir voir ce qu'ils nous disent. Il y a des recherches anglo-saxonnes, j'ai cité Mill, qui nous apportent des choses intéressantes. Un programme de recherche au Québec qui essaye de mettre en place un modèle didactique qui articule grammaire et écriture, donc je me suis précipité. Une recherche québécoise sur l'usage du métalangage, et je finirai avec la recherche française concernant lire-écrire, qui nous a aussi amené des informations sur cette question entre l'étude de la langue et l'amélioration de l'écriture. Alors, si j'attaque tout de suite avec Graham, c'est que, regardez bien ce qui se passe, et dans ces cas-là, il faudrait que j'arrête mon exposé. Voilà ce qu'ils disent. Alors, c'est traduit, bien sûr. Il y a une phrase, je la lis. Il n'y a pas d'effet d'enseignement de la grammaire sur les performances des élèves en production écrite. Alors, je continue vite à lire, sachant que je suis pas très très bon, donc il faut que je traduise. Je me dis attention, et je trouve l'information qui est très importante, c'est que sur 115 recherches, il n'y a que 4 recherches qui concernent la liaison grammaire-production écrite. Vous voyez les dates. Et Graham lui-même, dans l'article, dit bien, la qualité des 4 études est à questionner. Bon, continuons. Je vais chercher 2 autres études, et je les mets en parallèle. L'étude anglaise de Mill et le travail de Carol Fisher et Marine Nadeau au Québec. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2016 sur cette étude-là? C'est qu'il y a tout un travail expérimental de formation sur les démarches explicites en grammaire, et donc on forme les enseignants à... et ça va être une des clés, à avoir des vraies démarches explicites en grammaire, et voilà, on a des effets positifs sur l'écriture. C'est-à-dire que l'importance de l'approche qui explicite l'effet de langue, l'approche métalinguistique, entraîne des améliorations en production d'écrit des élèves dans ces classes-là. Il y a aussi l'importance des échanges qui sont signalés et de la conscience métalinguistique. Donc là, c'est un premier élément qui va sûrement nous intéresser. Et pourquoi je le mets encore en articulation avec le travail de Fisher et Nadeau? Parce que eux aussi, sur 26 classes, mais un suivi de cohorte, ils ont montré que la pratique régulière du métalangage, les manipulations syntaxiques que M. Grossman a cité, ont des effets très positifs sur les compétences orthographiques. La seule chose, c'est que là, dans l'étude de Fischer-Nadeau, c'est pas tout à fait la production écrite, ce sont les dictées, mais je mets ces 2 éléments-là ensemble parce que peut-être qu'ils peuvent se parler. La dernière étude pour mon exposé sur lequel je m'appuie, c'est la recherche Lire-écrire, qui était une recherche sur essayer de repérer dans la description des pratiques d'enseignants de CP des pratiques dites plus efficaces. Je fais partie du groupe qui s'est intéressé à l'étude de la langue, qui était un petit groupe un peu à part, mais il s'est passé quelque chose au niveau de l'analyse des résultats, c'est qu'il en a trouvé un lien
entre le temps consacré à des tâches d'étude de la langue de la part des collègues de CP et une efficacité plus grande dans l'enseignement du lire-écrire, donc de l'écriture. Donc là, ça nous intéresse. Attention, on est en CP. L'enseignement de la grammaire n'a pas le même poids qu'en CE1, CE2, CM1, CM2, donc c'est une première précaution. Il faut aussi savoir que il n'y a pas vraiment de séance de grammaire. C'est bien, en fait, de l'étude de la langue, c'est bien un comportement de l'enseignant. Ça rejoint complètement les études anglaises. C'est plus de l'étude de la langue intégrée dans des séances de lecture, de compréhension. C'est une genre de vigilance permanente de certains enseignants par rapport à d'autres qui a l'air d'entraîner des meilleures performances en écriture. Donc là, on a vraiment, me semble-t-il, un ensemble d'indices qui peuvent nous intéresser. C'est bien favoriser chez les élèves un rapport à la langue plus réflexif, qui a l'air d'être une clé, sauf que ce qu'on est en train de démontrer, c'est que ce rapport à la langue plus réflexif que je mets en place dans mon enseignement, par effet de miroir, c'est aussi mon propre rapport à la langue en tant qu'enseignant, voire en tant qu'adulte, qui est posé. Donc, l'importance du rapport à la langue manifestée par l'enseignant. Alors, pour conclure, je vais amener quelques éléments de réflexion. Ce qui est clair, c'est qu'il y a sûrement un décalage entre les pratiques observées et les éléments de conclusion que je vais apporter. C'est-à-dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, les points sur lesquels je m'appuie pour dire que oui, il y a des conditions pour que sûrement l'enseignement de la grammaire contribue à l'amélioration de la production écrite, mais elles sont peut-être encore loin des pratiques observées. Alors, première chose, il me semble qu'il faut favoriser la réflexion des élèves. Ça semble être une vérité de la palissade, moi qui suis dans le métier depuis très longtemps. Mais faut l'observer et il faut le faire surtout, et peut-être il faut aussi aider dans la formation à pouvoir mettre en place ça. Sur la phrase et le texte, pour l'instant, j'ai pas différencié les unités. Deuxièmement, il faut articuler une pratique raisonnée de la langue en contexte d'écriture, oui, en partie un début de réponse, mais surtout, il faut aussi avoir des activités hors contexte pour étudier la langue. N'oubliez pas dans ma conclusion, étudier la langue, c'est un peu comme la même question qu'il y a eu sur le lexique. Oui, ça se fait en contexte, mais ça se fait aussi de manière un peu décrochée. Et c'est bien l'articulation des deux qui a du sens. Il n'y a pas à dissoudre l'un dans l'autre. Moi, on peut pas dissoudre la production d'écrite, on va pas la dissoudre, mais on peut pas dissoudre la grammaire dans la production d'écrite. La production écrite. Alors, ça, c'est quelque chose qui est récurrent. Alors, c'est récurrent sur le plan géographique. Quand je lis des textes de nos amis francophones et de nous-mêmes, mais aussi quand je lis des textes sur le plan historique, je lis, et historique, ça veut dire 1909, hein, pour Ferdinand Bruno, je lis tout le temps cette phrase. Le besoin d'un consensus sur les notions noyaux efficientes pour écrire. Donc là, ça rejoint ce que disait Marie-Laure Lalouf tout à l'heure, et il faut le faire expliciter. À nouveau, vous voyez que la grammaire a besoin d'explicitation, hein. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait de la grammaire pour l'analyse ou est-ce qu'on fait de la grammaire pour la production? C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et par exemple, travailler que les troisièmes personnes du passé simple, singulier, pluriel, en cycle 3, c'est bien une grammaire. C'est déjà pas une disparition du passé simple. Et surtout, c'est bien une grammaire au service de la production à ce moment-là. Ce n'est pas non plus une baisse de niveau. Stabiliser les savoirs. La terminologie, parce que, puisqu'on parle beaucoup de méta-linguistique, le méta suppose à un moment ou à un autre de nommer les choses. Et là aussi, sur la question de la terminologie, il faut absolument avoir, à un moment ou à un autre, une vraie conférence de consensus entre les professionnels, mais aussi entre les parents, d'élèves, leur expliquer, parce qu'il y a autour de la terminologie beaucoup de tensions et d'incompréhension, de malentendus. Et là aussi, on ne cherche. Le but, c'est quand même de répondre à la question que l'on m'a posée. Et enfin, une relation dynamique. C'est un peu compliqué. Ça, le dernier point, je ne sais pas trop. Je mets une relation dynamique entre connaissances linguistiques et savoir-faire langagier. Certains parlaient d'aller-retour, mais là, il y a presque tout à inventer sur le plan de l'appareillage didactique pour aider des enseignants à faire cette relation dynamique. C'est-à-dire que c'est facile à écrire, c'est peut-être pas si facile à mettre en place dans la classe. Il y a un dernier levier, il est essentiel. Vous savez en principe lequel je vais dire, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser, changer quelque chose qui a l'air d'être figé depuis 150 ans, on ne peut pas, sur un claquement de doigts ou même sur des instructions officielles, dire bah faut faire autrement. Je pense qu'il y a besoin d'une formation. Alors j'ai mis tout ce que j'ai presque fait la commande, hein, c'est-à-dire
faut développer une formation qui permet de mobiliser bien sûr les élèves, de mobiliser leur capacité d'observation, de mobiliser les inférences qu'ils sont capables de faire, et bien sûr derrière la conceptualisation de notions noyaux. J'ai fini. Merci beaucoup. Nous avons une question du jury en préparation, je vois. Si on reprend votre propos et qu'on le met au regard des programmes 2015, comment vous envisagez qu'on puisse aider les enseignants à conduire un enseignement explicite de la grammaire pour améliorer les performances des élèves, à la fois pour l'écriture, puisque c'est ce qui nous mobilise aujourd'hui, mais aussi pour la lecture? Alors, déjà en termes de posture, il est important là aussi d'éviter les malentendus. Je fais partie des gens qui ont participé à l'élaboration des programmes de 2015. Donc déjà, donc ma réponse, elle va être subjective. Il me semble, alors, les programmes essayent en partie de reprendre les points qui sont écrits devant vous. Alors, comme ce sont des programmes, il y a de l'injonction. Une des premières injonctions, ça a été d'écrire, et ça a été difficile d'écrire cette phrase parce que il y avait dans le groupe des gens qui avaient des positions, moi le premier, plus, moi je pensais qu'il fallait dire, sur la semaine, il faut passer que 40% du temps à faire de l'étude de la langue et 60% à faire du lire-écrire. Alors, le Conseil supérieur des programmes nous a dit non, on peut pas quand même. Donc c'est aménagé, mais il y a une phrase en fait qui est très importante, c'est que la majorité du temps doit être consacrée à des compétences langagières, c'est-à-dire apprendre à parler, à lire, à écrire. Donc la majorité du temps, ça nous donne déjà une information, mais ça veut dire aussi qu'il faut aider les enseignants. Mais je pense que à première vue, la réalité n'est pas le problème n'est pas la grammaire, mais c'est le lire-écrire, me semble-t-il. En fait, ils font très souvent beaucoup de grammaire dans plutôt d'une démarche déductive et applicationniste, et en fait leur dire de réduire la grammaire avec une autre démarche, et on a donné, j'espère, quelques outils, en fait ça crée un vide, parce que ça crée un espace dans l'enseignement du français à faire autre chose. Et je pense que peut-être une des réponses, c'est d'outiller les enseignants, à travailler la compréhension, la lecture et l'écriture, qu'ils voient en fait par expansion qu'ils ont besoin de temps, et de fait ils devraient réduire. Et l'autre chose qui est quand même importante, c'est la tentative dans les programmes de 2015, et pour l'instant ils sont toujours là, de donner une terminologie réduite qui soit sur une logique, c'est une logique syntaxique assumée, et de fait une terminologie réduite entraîne des termes qui existaient mais qui ne sont plus dans les programmes. Et là, il y a un problème, la tension est très forte, vous le savez bien. Donc, presque une demande de poser les choses en termes de comment on peut trouver un consensus. Là, on pourrait avoir des débats forts, mais il y a besoin. Il y a besoin de sécuriser les enseignants. Mais je pense que vraiment, faut plutôt les sécuriser en disant vous devez faire plus de lire-écrire. Et c'est peut-être là qu'il faut les aider pour réduire la voilure sur l'enseignement de la langue, me semble-t-il. Bon. On n'était pas loin de ma question provocante du début. J'ai des questions récurrentes qui reviennent, alors qui ne sont pas adressées qu'à vous, mais on sent que c'est des questions notamment de praticiens. Comment on travaille de façon spécifique sur la prise en compte des élèves en difficulté? Alors il y a même là une question qui me parle des 10 qui ont des tâches de bas niveau qui sont même pas automatisées, donc avec des problèmes de surcharge, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'aspect spécifique prise en compte des élèves en difficulté dans ces tâches-là, ou est-ce que je vois que là en général on parle justement de ce qu'il faudrait faire dans l'idéal et entre guillemets en préventif, mais j'ai des questions qui reviennent sur oui, mais avec ceux qui sont en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est difficile parce que vous voyez, c'est au moment où je parle de grammaire que je me retrouve avec cette question-là. Il y a une chose qui est peut-être sûre, c'est que la piste de permettre de réfléchir sur la langue
est une des pistes qui doit permettre d'aider des élèves en difficulté. C'est-à-dire que la seule réponse qu'on a tendance à voir, alors là ma réponse est dogmatique, il faudrait quand même aller plus loin, ça serait de rajouter des exercices. Souvent c'est ça, c'est-à-dire que dans une démarche un peu déductive, on va rajouter un peu plus d'exercices, parce qu'on se dit en rajoutant des exercices, bah ça va permettre à ces élèves un peu en difficulté. Je dis pas que c'est pensé en mal ou en bien, mais il y a cette idée de quantité, alors qu'il y a peut-être de la qualité à rajouter, et c'est dans cette qualité et dans les échanges, et je pense qu'une des réponses en différenciation, c'est de prendre le temps de parler de cette langue, de parler de production écrite aussi, de parler du lexique, de prendre le temps d'échanger avec ces élèves-là. Voilà. Merci.